à tous, bienvenue pour cette Learning Session sur un thème nouveau. Et donc un premier épisode sur ce thème qui est le langage Rust. Exactement. Moi, c'est Kevin Ansart. Et moi, je suis Samirina, j'ai oublié de le dire, effectivement, je suis directeur de l'ETNA. Et c'est Kevin qui a préparé ce contenu, donc c'est essentiellement lui qui va parler. Je vais un petit peu lui servir de copilote. Et je ne serai pas une IA. Exactement. Pour autant. Bien joué, bien joué. Et oui, référence évidemment à copilote de Microsoft. Eh bien, c'est parti. Je te donne l'image. Hop, tac, on est bon. Ok. Du coup, effectivement, aujourd'hui, on va attaquer une série sur Rust dans les Learning Sessions. Le but, c'est d'apprendre le langage ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est un langage qui me tient à cœur. C'est un très bon langage déjà de programmation. Il est optimisé, il est sécurisé. Et au-delà de ça, il vous apprend les bonnes pratiques de dev. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on dev tout seul, quand on dev pour se faire plaisir et qu'on apprend le langage, que ça soit à l'école, au travail ou vraiment pour se faire plaisir chez nous, la plupart du temps, on le teste parce qu'il est intéressant, parce qu'il est nouveau. Rust, il apporte une notion en plus au-delà de ça. C'est que Rust nous permet d'apprendre les bonnes pratiques, notamment d'un livre qui s'appelle Clean Code. On en a parlé plusieurs fois déjà. Mais Clean Code, en fait, c'est un bouquin qui nous apprend les bonnes pratiques et il est un peu fastidieux à lire. Sauf que Rust, en fait, il nous les inculque par définition parce que quand on code en Rust, on est obligé d'avoir les bonnes pratiques. Je m'arrête là pour l'intro. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit directement ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On va apprendre un peu d'histoire sur le langage parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de contexte. On va voir à quoi Rust sert dans le monde du développement aujourd'hui, les principes fondamentaux qui accompagnent ce langage très particulier. On verra des exemples, bien entendu, de code et on va développer un petit peu ensemble avant de conclure. Donc, un peu d'histoire. Rust, déjà, c'est un langage de programmation qui a été créé récemment, plus ou moins en tout cas. Il a été créé en 2006 par Graydon Aore, qui est un développeur en fait, qui travaille chez Mozilla Research et qui, en fait, dans son coin, se dit bon, a priori, je suis dans un labo d'innovation, donc je vais tester de créer mon langage de programmation. Et il se dit, je vais l'appeler Rust parce que Rust, dans le sens rodé, pérenne dans le temps. Et du coup, il va créer ce langage-là en se disant, voilà, je me base sur le langage C parce que je kiffe le C, mais je veux qu'il soit plus simple d'utilisation et beaucoup plus sécurisé. Pourquoi ? Parce que le C, c'est un très bon langage de programmation, c'est le langage le plus rapide aujourd'hui de programmation, hormis assembleur. Et le problème du C, c'est qu'on gère la mémoire nous-mêmes. Et du coup, si on le gère nous-mêmes, il se peut qu'on fasse des erreurs. Et si on fait des erreurs, ça crée des fuites de mémoire, des failles de sécurité ou carrément un programme qui crache. Et ça nous pose de gros problèmes à nous en tant que développeurs. Et donc, il part sur ce postulat-là et en fait, il commence à le dev. Sauf qu'en 2019, Mozilla Research se dit attends, son projet a l'air plutôt cool, donc il l'adopte. Et ils en font un langage de programmation officiel de Mozilla Research en disant voilà, on le promouvoit, on lui dit ouais, tu t'occupes de ça. Et il s'attaque vraiment au langage de Rust. En 2011, la première alpha officielle sort. En 2016, le langage devient le langage le plus aimé de programmation de Stack Overflow. Donc il a été élu parmi plusieurs milliers de développeurs comme le langage le plus aimé. Pourquoi ? Parce que vraiment c'est un langage qui est très user-friendly, une fois qu'on le connaît, parce qu'au début il est très beau de décoffrage à apprendre. Et en 2019, preuve de sa qualité, Microsoft dit, nous on adopte le langage Rust. C'est un peu particulier pour ceux qui connaissent le monde de Microsoft parce qu'ils sont très corporate et donc ils vont être très au fait de dire nous on utilise nos propres technos. S'ils utilisent Rust, c'est vraiment que le langage est extrêmement performant. Donc voilà. Rust, ses domaines de compétences, ils sont divers et variés. On va avoir la WebAssembly, on fera tout un épisode dessus, mais on peut l'utiliser pour de la WebAssembly, pour du command line, parce qu'il est fait pour ça de base. Pour les performances, si on cherche de la performance, on va pouvoir utiliser Rust. Pour de l'embarqué, étant donné qu'il est performant, il est parfait pour faire de l'embarqué. Encore une fois, l'embarqué, c'est mettre du code dans des tout petits objets, notamment des drones ou des choses comme ça. Du réseau, parce qu'on peut développer tout commencer des serveurs, et Rust le fait très bien, de manière sécurisée, notamment avec ce principe de multithreading qui est par défaut très bien fait en Rust. Et il permet bien plus de choses encore. Rust dans le monde,
Donc dans le monde du dev, plus précisément, pourquoi on utiliserait Rust et pourquoi il est avantageux? Hormis le fait que c'est un langage que j'aime bien dans sa manière d'écrire le code, c'est encore une fois un langage qui nous permet de nous former et pour ça la communauté est extrêmement présente. C'est-à-dire que la communauté de Rust est incroyable, les développeurs sont extrêmement impliqués, on va avoir toute la communauté derrière, il y a plusieurs Discord officiels, il y a plusieurs mecs qui vont répondre sur Stack Overflow, c'est vraiment des réponses rapides et explicatives. Au-delà de ça, la communauté est extrêmement investie, je vais vous montrer rapidement. Rust, il vous propose un book sur le langage de programmation, d'accord ? Il est totalement gratuit, vous pouvez aller dessus. Et ce qui est incroyable, c'est que la communauté est tellement investie dans ce langage qu'ils l'ont traduit dans plus de 12 langues. On va le voir juste ici. Voilà, ça c'est toutes les langues dans lesquelles il est traduit. Au départ, il était écrit en anglais, mais maintenant il est vraiment traduit dans plusieurs langages. Donc, la communauté, le compilateur, parce que le compilateur est extrêmement user-friendly, on le verra par la suite, mais il vous permet de déduire les erreurs de manière extrêmement simple, il est explicite, mais au-delà de ça, il va vous rediriger automatiquement vers de la documentation. Et ça, c'est vraiment incroyable. Une documentation claire, encore une fois, je ne vais pas revenir dessus, le book est incroyable, la documentation hormis book est incroyable, les packages cargo, qu'on va voir juste après, c'est le point en dessous, sont incroyables. Cargo, qui est en fait le gestionnaire de paquets de Rust, qui vous permet de compiler, de run à la volée, qui vous permet aussi de préinstaller des librairies, etc., fonctionne extrêmement bien et encore une fois, a tous les avantages qu'on a vus au-dessus. Encore une fois, un petit comparatif de Rust. Donc Rust dans les performances, l'énergie, donc c'est le langage de programmation le plus rapide, mais on voit que juste en dessous, on a le Rust à 1.03 et 1.04. Donc il est vraiment extrêmement collé à lui. On voit que littéralement, c'est pratiquement la même chose. Derrière, on a le C++ en troisième dans les deux. Et on voit que là, par contre, chose qui est extrêmement drôle, on est à 1.34 et 1.56. Donc on a vraiment une grosse différence de performance entre le C et le C++. Mais le Rust reste très très rapide par rapport au C++. D'accord ? Donc les principes fondamentaux de ce langage-là, ils sont très intéressants à voir parce qu'il inculque pas mal de choses nouvelles, pas mal de choses qui n'existaient pas avant lui. Notamment, il n'a pas de garbage collector. Alors, vous allez me dire, le C n'a pas de garbage collector. C'est vrai. Sauf que la plupart du temps, quand on gère la mémoire, effectivement, on n'a pas besoin de garbage collector. En C, on gère les mallocs nous-mêmes, on libère avec free, et donc on n'a pas besoin de garbage collector. En Rust, on ne gère pas la mémoire. Et du coup, ce qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à libérer la mémoire de manière automatisée, d'accord, sans avoir un garbage collector. Alors pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que je dis, un garbage collector, c'est un petit programme qui tourne derrière votre programme à vous et qui va libérer la mémoire de manière automatique. Sauf que pour avoir un programme qui tourne derrière, du coup, vous perdez de la performance. Et ça, c'était vraiment un problème pour Rust qui se voulait extrêmement performant. Et donc, il n'a pas de garbage collector. À l'inverse, pour libérer la mémoire, il a un principe qui s'appelle la possession et les références, donc ownership et borrowing. On verra par la suite, on rentrera plus dans le détail, mais ça permet de libérer la mémoire et d'être extrêmement sécurisé. On verra comment ça se traduit par la suite. Il fait en fait de l'interopérabilité. Donc en gros, Rust, étant donné que c'est un langage qui évolue, au départ, il nous permettait de faire du C et du C++. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de ça. Mais le C et le C++, pourquoi au début ? Parce que il manquait certaines fonctionnalités en Rust. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est un langage multiparadigme. On reviendra sur tous les paradigmes de Rust derrière, mais ça nous permet vraiment d'être libre dans notre programmation. C'est un langage compilé. Donc, encore une fois, c'est de la compilation classique, comme on peut l'avoir en C, comme on peut l'avoir en C++. C'est juste important de le savoir. Et enfin, c'est un langage fortement typé, comme plein d'autres langages, sauf que les types en Rust sont un peu particuliers. On verra comment ils gèrent tout ce principe de variables, de types, etc. C'est un peu particulier. Donc, je vous ai dit que c'est un langage multiparadigme. Effectivement, c'est un langage impératif, tout comme le C. Donc, on a des instructions qui vont suivre et qui vont s'exécuter de manière séquentielle. Et en fait, vraiment à la suite.
C'est un langage fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rust s'est dit, alors c'est très pratique, mais souvent on sait, c'est chiant parce qu'à chaque fois les mecs doivent coder leurs propres enums pour que ça soit très lisible, notamment quand on fait des comparaisons de grandeur, par exemple x supérieur à 10, x inférieur à 10, telle ou telle variable supérieure à l'autre, etc. etc. Bah, le fonctionnel, au sens de Rust, c'est de mettre du pattern matching, donc de dire, bah, en fait, je vais créer des patterns reconnaissables et lisibles par un humain. Donc greater, lower ou equals. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir du langage propre. Encore une fois, ça reprend les principes du livre Clean Code, parce qu'il faut avoir le langage le plus lisible possible par d'autres gens. On va avoir l'orienté objet en Rust. Alors, c'est un peu particulier parce que il n'est pas dans le sens traditionnel de l'orienté objet. On n'a pas de classe, on n'a pas d'objet. Par contre, on a des structures. Et à ces structures-là, on va pouvoir associer un bout de code qui va pouvoir être utilisé. Donc, une fonction qui va être liée à la structure. C'est, au sens de Rust, leur manière de faire du langage orienté objet. Et enfin, de la concurrency. Alors, pourquoi? Parce que Rust intègre forcément le multithreading et le parallélisme. Pour un langage qui se veut optimiser, c'est une obligation. Sauf qu'il le gère extrêmement bien grâce à ce principe d'ownership, etc., etc. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de l'ownership. L'ownership et Rust, c'est quoi? C'est un principe nouveau qui se base sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est chaque valeur a un propriétaire. D'accord? Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire par valeur. Et enfin, lorsque le propriétaire sort de son scope, la valeur qui lui est associée, d'accord, est supprimée de la mémoire et donc libérer la mémoire à ce moment-là. Pour résumer, Rust, à chaque fin de scope, il va appeler une méthode qui s'appelle la méthode drop et qui va libérer toute la mémoire. D'accord ? Toute la mémoire des propriétaires associés, donc des values. Et ça, du coup, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'avoir un langage très sécurisé, ça nous permet d'avoir un langage très performant et ça nous permet d'avoir de la concurrency. Pourquoi? Parce que le multithread est basé sur ce principe-là de base. Il va falloir, en fait, grâce, pour ceux qui ont déjà fait du C au mutex, on faisait un peu ce principe d'ownership-là. Sauf que Rust l'a rendu courant au langage, c'est-à-dire que même sans faire de multithreading, vous allez avoir de l'ownership obligatoirement et c'est comme ça qu'il libère la mémoire. Donc, voici un petit exemple. Là, j'ai une string que je déclare, hello from Etna Collabs. Dedans, en fait, juste après cette ligne-là, donc S est disponible et on a alloué dynamiquement de la mémoire pour stocker une string. D'accord ? Avec le println, je l'affiche tout simplement. Suite à ça, le scope de S est terminé, la méthode drop est appelée et donc on libère la mémoire de S, tout simplement. Là, on a un deuxième exemple et ça, c'est ce principe d'ownership. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que là, S, on déclare encore une fois une variable. Sa value, c'est hello from Etna Collabs. D'accord ? Elle appartient à S. Donc S est dynamiquement alloué. D'accord ? La string est dynamiquement allouée et son propriétaire, c'est S. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais let S2 égale S ? Eh bien, c'est simple. Dans la plupart des langages de programmation, on copie la valeur. Sauf qu'en Rust, on ne copie pas de valeur pour du contenu alloué dynamiquement. Alors on le verra, hein, c'est un peu différent. C'est un système de move ou de copie. Les copies, c'est pour tout ce qui n'est pas alloué dynamiquement. Le move, c'est pour tout ce qui est alloué dynamiquement. Donc là, en fait, on déplace le propriétaire. Donc le contenu de la variable S, elle appartient maintenant à S2. Et S est ce qu'on appelle obsolète. Il ne va plus servir à rien, on ne pourra plus l'utiliser. Et donc S2 devient le propriétaire officiel de la value. Et si on veut utiliser cette value, si on veut la récupérer, il faudra matcher avec S2 maintenant. Un autre principe fondamental de Rust, c'est l'immutabilité. Donc un langage de programmation par défaut, comme le C, le Python, le Java, etc., il a déjà ce principe, hein, c'est un concept important de la programmation d'aujourd'hui, c'est le fait de dire qu'une variable est inchangeable. Okay ? Sauf que ça, c'est dans la plupart des langages de programmation, pas par défaut. Rust, son principe à lui, c'est de dire toutes mes variables sont immutable, donc inchangeables, par défaut. C'est un peu bizarre, parce que du coup, vous voulez modifier la valeur d'une variable, vous ne pouvez pas, sauf si vous l'annotez comme modifiable. Pourquoi Rust fait ça ? Parce que Rust se veut, en fait, encore une fois, clean. Et donc, il se dit, si il n'a pas prévu de modifier cette variable, il ne doit pas pouvoir la modifier. Et c'est pour ça que Rust va dire, en fait, si vous ne déclarez pas la variable mutable, par défaut, elle est inchangeable. Ça vous permet, encore une fois, d'apprendre les bonnes pratiques sans vous en rendre compte. Mais ça vous permet surtout d'avoir un langage sécurisé
et prévisible. Pourquoi? Parce que vous allez devoir prévoir ce que vous voulez faire avant de le faire, et ça vous permet de vous poser un peu avant. Souvent, en tant que développeur, on a tendance à coder très rapidement sans penser à comment on va développer. Rust, il vous oblige un peu à faire ça. Parce que du coup, votre variable, si vous voulez la modifier, il faut la rendre mutable. Et ça, va falloir le prévoir au préalable. On verra comment par la suite. Donc là, je déclare une variable classique, d'accord, let x égale 5. Dans tous les autres langages de programmation, je peux la modifier. Là, ce n'est pas le cas. Elle est immutable, elle est inchangeable. Et donc, j'affiche sa valeur. Si j'essaye de la modifier en mettant x égale 10, ça me provoquera une erreur de compilation parce qu'elle n'est pas, encore une fois, modifiable. Elle n'est pas mutable. Si je veux la rendre mutable, donc là, on a un petit problème de screen, mais en fait, il va falloir que je rajoute le mot-clé mute. On le verra par la suite. Ok, je vous propose de passer clairement à la pratique pour qu'on teste un peu ce compilateur et qu'on voit ce que ça donne en réel. Donc je vous propose de passer à la pratique. On va regarder directement le code. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une déclaration de fonction. En Rust, pour déclarer une fonction, on va utiliser le mot-clé fn. D'accord, et derrière, on va déclarer une fonction. Il faut savoir que commencer, Rust vous oblige à avoir une main, une fonction main. Donc là, je la déclare parce que je ne veux pas déclarer d'autres fonctions. Ça ne me sert à rien, c'est des petits exemples. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer simplement une variable x. D'accord, je vous propose d'abord de voir la mutabilité. Donc, hop. Je vais déclarer une variable x, d'accord, let x, et je l'affiche derrière en faisant hello Kevin et sa value. Donc, encore une fois, Rust est un langage compilé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire rustc main.rs. Il va me le compiler, il va me créer un exécutable ici, d'accord. Si j'étais sous Windows, ça aurait été un .exe. Il faut savoir que le compilateur de Rust, il identifie l'OS sur lequel vous êtes pour optimiser au maximum la compilation. Donc là, si je le lance, on voit bien que effectivement, il m'affiche 10, rien d'incroyable. Par contre, qu'est-ce qui se passe si là, je fais let x égale 10 et que je le modifie et que j'essaie de faire 5. D'accord? Derrière, je vais réessayer de le afficher en mettant hello Samir by Collabs et x. Donc là, je mets 10, je le passe à 5 et j'essaye de l'afficher. Dans tous les autres langages de programmation, ça fonctionne. Pas en Rust. On va s'en rendre compte tout de suite. Je recompile. Et là, boum, une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tu l'assignes 2 fois, d'accord? Tu assignes 2 fois une value à une variable immutable, d'accord? Il me précise le nom de ma variable, il va me préciser ma ligne, ça c'est plutôt classique en programmation. Par contre, là où c'est incroyable, c'est qu'il nous dit, là c'est votre premier assignement, c'est à ce moment-là que vous lui attribuez une valeur, mais vous ne pouvez pas lui associer une deuxième fois une valeur, ok? Et là il nous dit, peut-être qu'il faudrait la rendre mutable. Pour ça, il faudra juste rajouter mut x. D'accord? Donc déjà, il nous donne la solution. Mais au-delà de ça, on voit juste en dessous, il dit pour plus d'informations par rapport à cette erreur, il vous suffit de taper la commande rustc, explain et un code derrière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement la prendre. Et là, on va voir un truc qui est incroyable en Rust. Hop, on sort la documentation. Et là, il nous dit comment régler notre erreur. C'est de la documentation officielle de Rust. Et donc là, il va nous dire, oui, tu as une erreur. Là-dedans, ça, c'est une erreur classique. Tu ne peux pas faire ça. Par défaut, il nous explique les principes. Il nous dit, par défaut, les variables de Rust sont immutables. Pour fixer l'erreur, il faut que tu rajoutes le mot-clé mut, d'accord, après le mot-clé let. D'accord. Et il nous donne un exemple. Il nous dit, let mut, x égale 3, x égale 5. Donc si je retourne dans mon code, pour essayer, en fait, il me suffit de rajouter le mot-clé mut pour rendre ma variable mutable, donc modifiable. Et si je recompile, hop, et que je le lance, on n'a plus d'erreur de compilation et mon programme s'exécute de manière normale. Ok ? Je vais vous montrer une dernière chose qui est l'ownership. Donc là, je vais modifier un peu ce code-là. Hop, je vais lui faire un let s égale, on va faire une string, d'accord, parce qu'elle est allouée dynamiquement. On va faire un from, et là je vais faire hello from collabs. Ok, donc là je crée une string, d'accord, bien entendu une string c'est alloué dynamiquement. Hop, et là dedans je vais juste aller l'afficher. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'afficher cette string? Bon, eh bien là théoriquement j'ai pas d'erreur. Sauf que là, on voit que pardon, là c'est une erreur que j'ai créée moi-même. Voilà, on va le corriger et on relance.
Donc là, j'ai pas d'erreur, je vais pouvoir exécuter mon code sans problème. Par contre, on parlait du principe de propriétaire. Là, le contenu, donc Hello from Collabs, il appartient à S. Si je déclare let S2, comme dans notre exemple de tout à l'heure, et que je dis S, on va voir ce qui va se passer tout de suite. Eh ben, il va me dire non, je suis pas d'accord. Encore une erreur de ma part, désolé. Hop, il va nous dire non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que là, tu utilises. Alors là, déjà, il nous prévient qu'on ne l'utilise pas, S2. Bon, ça, c'est pas dramatique. Mais ce qu'il nous dit surtout, c'est qu'il nous dit non, la value, elle a bougé, d'accord? Parce que c'est une string. Il nous précise que ce type-là, c'est le move qui le concerne, d'accord? Et donc, si tu veux utiliser copy, il va falloir que tu le déclares toi-même. Par défaut, c'est un move. Il nous le dit ici, d'accord? Au-delà de ça, il nous dit la value à move à cette ligne-là, donc il nous précise la ligne, il nous montre qu'à ce moment-là, la value est passée dans S2 et que S n'existe plus, qu'elle est borrowed. Okay, donc si je veux en fait copier la valeur, il me dit en fait il va falloir que tu tapes s.clone pour avoir cette valeur-là. Encore une fois, il nous propose l'explication grâce au compilateur. Donc là, moi je vais essayer de le modifier. Et comment je fais ça? En fait, là je vais plus essayer d'afficher S, mais S2. Et là, ça va fonctionner. Hop. Excusez-moi. Et là, ça va fonctionner normalement. C'est-à-dire que là, si je recompile, il ne va pas me poser de problème. Voilà. Tout simplement. Donc, je vous dis merci à tous pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, Rust est un langage de programmation incroyable, en tout cas pour moi. On fera plein de choses ensemble. Avec ce langage-là, il y aura plusieurs épisodes. Eh bien, écoute, merci à toi. Oui, ça m'a plu. J'espère que ce sera la même chose pour notre audience sur YouTube. Et puis, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.